Salut tout le monde, comment ça va? Je sais, ça fait un bail. Apparemment, ma caméra et mon micro fonctionnent toujours, donc c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu chaud bouillant. Le terrorisme politique, les meurtres extrémistes, tout ça en lien avec la droite, la gauche. Les médias en ont beaucoup parlé là depuis l'épisode Charlie Kirk. Ça a fusé de tous les côtés, les keyboard warriors sur Twitter, les journalistes dans les médias, les politiques, les influenceurs, et je vous avoue que mon célèbre détecteur de bullshit a juste pas arrêté de sonner là, H24, 7 jours sur 7. C'était pas mal l'enfer, et en plus, il y a l'autre abruti là de Laurent Wauquiez qui a balancé sa commission. Donc commission d'enquête, à charge contre LFI, supposément censé prouver un lien existant entre LFI et terroristes islamistes. Et du coup, je me suis dit, allez, on va mettre un peu les mains dans le cambouis, on va faire une vidéo juste là-dessus, et essayer de faire un petit peu la lumière sur qui, en termes d'idéologie politique, représente actuellement le plus grand danger pour la démocratie, le plus grand danger pour la population, pour les populations, qui confond sa droite et sa gauche, et est-ce que LFI mange des enfants au petit déjeuner? Toutes les réponses dans cette vidéo. Alors, petit moyen mnémotechnique, rien que pour toi, si jamais t'as entendu l'extrême droite s'exprimer sur ce sujet, c'est probablement tout l'inverse qui est vrai. Ça marche à peu près avec tous les sujets, c'est ça qui est formidable. Commençons déjà par poser un peu le contexte. Si moi je fais cette vidéo aujourd'hui donc, c'est notamment parce que Charlie Kirk, un des influenceurs d'extrême droite les plus en vue aux États-Unis pendant les dernières années, a été assassiné en public, comme vous l'avez sûrement entendu. Fait le tour du monde depuis son assassinat. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie Kirk était la figure de la jeunesse conservatrice américaine. Une star du camp Trump qui s'est fait un nom en arpentant les universités du pays. Ça a fait beaucoup de bruit. Pour celles et ceux qui ne savent pas exactement qui était Charlie Kirk, voici un petit florilège de choses qu'il a dites, de certaines de ses positions qu'il a exprimées. Que Joe Biden devrait être en prison et même recevoir la peine de mort, être exécuté pour ses soi-disant crimes contre l'Amérique. A lot. I mean, Joe Biden is a bumbling, dementia-filled Alzheimer's, corrupt tyrant who should honestly be put in prison and or given the death penalty for his crimes against America. Que le Civil Rights Act, la loi donc qui a garanti les droits civiques aux États-Unis et mis fin à la ségrégation notamment, était une erreur. Why does Kirk believe passing the Civil Rights Act was a mistake? Now, again, apparently they don't listen to the show because we do that at least once a week, right? Once a week we talk about why the Civil Rights Act was a mistake. And the Civil Rights Act, though, let's be clear, created a beast, and that beast has now turned into an anti-white weapon. Il a relayé des théories complotistes complètement loufoques, lunaires et dangereuses, genre par exemple que des immigrés haïtiens mangeaient les animaux de compagnie des habitants de la ville de Springfield, ou qu'ils venaient par milliers violer les femmes et les filles des habitants des villes américaines. The Haitians that are in Huntsville that are raping your women and hunting you down at night, it's only going to get worse unless Donald Trump wins. So right now, roaming free on the interior of the United States are 13,000 convicted murderers. 15,000 convicted rapists. And they're having a field day. And they're coming for your daughter next. Bref, un chic type ce Charlie. Seulement voilà, depuis son assassinat, par un certain Tyler Robinson, qui par ailleurs n'était pas affilié politiquement, c'est quelqu'un qui ne votait pas. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas eu d'avancée dans l'enquête sur ce gars-là. On sait surtout qu'il pensait que Charlie Kirk diffusait la haine aux États-Unis, ce qui, entre nous, ne le place pas à gauche ou sur l'échiquier politique, ça le place juste éventuellement un petit peu plus à gauche ou un petit peu moins à droite plutôt que Charlie Kirk. En même temps, c'est pas placer la barre très haut du coup. Mais voilà, depuis cet événement, on a entendu beaucoup de conneries dans les médias, de la part des influenceurs, sur les réseaux sociaux, etc. Et notamment, on a beaucoup pointé du doigt une violence débridée de la part de la gauche, qui serait du coup un mouvement de plus en plus violent, terroriste, etc. Effectivement, Trump, Vance et beaucoup d'autres ont depuis tourné en boucle, mais vraiment en boucle, sur la violence terrible de la gauche, un refrain qui toutefois n'est pas nouveau. Petite séquence à suivre, rien que pour vous, régalez-vous. Tué par balle, sans détour, il a accusé la gauche radicale d'être en partie responsable de sa mort. Nous devons parler de ce mouvement d'extrémisme de gauche incroyablement destructeur qui s'est développé. Parce qu'évidemment, on a entendu le président américain, l'extrême gauche est pointée du doigt aussi aux États-Unis. Donc il y a une violence très forte de ce courant-là, qui fait froid dans le dos. Certains présentent Charlie Kirk comme le Martin Luther King de droite. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été tué parce que de droite. Donc quand vous êtes de droite, vous êtes une cible. Vous êtes une cible de l'extrême gauche qui n'a plus aucune limite. Le problème, c'est que certains jettent de l'huile sur cette braise. L'extrême gauche, et notamment M. Mélenchon. Il justifie chaque jour la violence. Moi, je me souviens que hier, cette extrême gauche battait le pavé aux côtés des islamistes, c'était en novembre 2019, et aujourd'hui, ils battent la campagne aux côtés des cagoules noires. Aujourd'hui, je pense que la menace
vis-à-vis notamment de la Ve République, de nos institutions, vient de cette partie de l'échiquier politique. Et comme personne n'arrivait à prendre le dessus par la parole, on a décidé de l'éliminer. Ça se passe comme ça. Donc le fascisme est passé à l'extrême gauche aux États-Unis et aussi en France. Et la Maison-Blanche dit vouloir réprimer le terrorisme intérieur de la gauche. Donald Trump, lui, veut classer toute la mouvance de l'extrême gauche américaine comme organisation terroriste. Donc... Voilà le délire, hein, vous avez compris, on nous explique, la main sur le cœur, que le fascisme carrément est passé à gauche, que c'est elle qui justifie la violence, et que même d'ailleurs c'est devenu, notamment aux États-Unis, un terrorisme intérieur. Mention spéciale quand même pour le chroniqueur de CNews qui a réussi à comparer Kirk à Martin Luther King. Au-delà de la dinguerie absolue qui représente cette comparaison, l'ironie est quand même assez exceptionnelle, puisque Kirk lui-même s'est montré vivement critique envers Martin Luther King à plusieurs reprises, affirmant par exemple qu'il n'était qu'un mythe fabriqué devenu complètement hors de contrôle, dans ce tweet de 2024, où il a même d'ailleurs réussi ici à s'attirer les foudres de d'autres conservateurs. Bon, après, il y en a un ici qu'on peut éventuellement pardonner, c'est Retailleau, parce que vous pensez peut-être qu'il se trompe, mais non, c'est juste que lui, bon, il a un petit problème, il confond un petit peu sa droite et sa gauche. Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. Voilà, c'est juste ça, faut pas trop lui en vouloir. Mais bref, passons un petit peu aux choses sérieuses. On va essayer de faire un tour d'horizon assez détaillé, assez précis, du terrorisme, de la violence politique, qui n'est pas forcément du terrorisme, en France, en Europe et aux USA, chiffre à l'appui. Let's fucking go. On va commencer par définir, évidemment, le terme de terrorisme. Parce que qu'on soit en France, en Europe, aux États-Unis, c'est pas forcément la même chose, même si dans les grandes lignes, ça se rejoint. En France, par exemple, la DGSI le définit comme ça. Ce sont les infractions commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Europol, l'organisme de l'Union européenne chargé spécifiquement de mesurer et d'évaluer la menace terroriste en Europe, le définit ainsi. Des infractions pénales commises dans le but d'intimider gravement une population, de contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à agir ou s'abstenir d'agir, ou de déstabiliser ou détruire gravement les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d'un pays ou d'une organisation internationale. Enfin, aux États-Unis, le FBI parle de deux types, lui, de terrorisme. Le terrorisme international, ce sont des actes criminels violents commis par des individus ou des groupes inspirés par ou associés à des organisations terroristes étrangères désignées ou à des États qui les soutiennent. Et le terrorisme intérieur, appelé là-bas domestique, actes criminels violents commis par des individus ou des groupes pour servir des objets idéologiques issus d'influences domestiques, politiques, religieuses, sociales, raciales ou environnementales. Maintenant, comprenez bien qu'on peut avoir des meurtres ou des actions de violence politique qui ne seront pas considérées comme du terrorisme parce qu'elles ne répondent pas à l'une des conditions, disons, nécessaires pour être qualifiées de telles. Et donc, maintenant qu'on a défini le terrorisme, définissons les trois principales mouvances terroristes à l'heure actuelle, qui sont donc le terrorisme de droite ou d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, / anarchisme, ainsi qu'au terrorisme djihadiste. Ça me semble très important parce que ça nous permettra d'avoir une vision assez claire des valeurs qui sont défendues par ces mouvances et par les individus donc appartenant à ces mouvances, une idée de leurs objectifs et une idée aussi du danger qu'ils représentent. Alors je précise aussi que les termes d'ultra-gauche et d'ultra-droite sont généralement absents dans le paysage anglophone et que ces termes-là, vraiment, on les retrouve actuellement qu'en France ou quasiment qu'en France. Comment Europol définit le terrorisme de l'aile droite? Ce sont des acteurs, groupuscules ou individus qui veulent transformer le système politique, social et économique vers un modèle autoritaire. Il rejette la démocratie, les droits fondamentaux et s'appuie sur des idéologies nationalistes, racistes, xénophobes. Un concept central, c'est le suprémacisme. Se croire naturellement supérieur et légitime à dominer le reste de la population. Elle se nourrit aussi, cette aile droite, de la misogynie, de l'hostilité envers les communautés LGBTQ+, et l'anti-immigration. Maintenant, le terrorisme de l'aile gauche et anarchiste, eux cherchent une révolution violente contre l'ordre politique, social et économique pour instaurer le socialisme, voire une société communiste et sans classe. Quant au terrorisme anarchiste, il désigne des actes de violence destinés à promouvoir l'absence d'autorité en tant que modèle sociétal. Globalement, ils poursuivent un agenda anticapitaliste, révolutionnaire et opposé à toute forme d'autoritarisme. Troisième mouvance majeure, le djihadisme. Toujours d'après Europol, il est un courant violent du salafisme. Les djihadistes, ils veulent créer un État islamique régi par la charia et considèrent tous ceux qui s'y opposent comme des ennemis légitimes à éliminer. Et là, je voudrais juste inciter sur un point qui, moi, me semble crucial. Je sais que ça va en énerver quelques-uns, mais très sincèrement, je m'en bats les couilles. L'extrême droite et le djihadisme sont deux
côtés de la même pièce. J'insiste vraiment sur ce point. Et il est totalement légitime et fondé de considérer in fine le djihadisme comme du terrorisme d'extrême droite. Pourquoi? Parce que les deux sont fondamentalement ultra-conservateurs, anti-progressistes. Leur projet politique est une forme d'autoritarisme, même si les modalités diffèrent, et on y retrouve au premier plan sexisme, misogynie, homophobie, racisme, transphobie, etc. Europol d'ailleurs en sont très bien conscients et notent noir sur blanc dans leur analyse que ces deux idéologies partagent notamment une haine commune des personnes LGBTQ+, et un rejet global de la démocratie au profit de formes diverses d'autoritarisme. Les deux fantasment un retour à un passé idéalisé. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle beaucoup de monde effectivement. Et ça va même plus loin que vous ne le pensez peut-être, puisque certains néo-nazis se sont mis à admirer les tactiques djihadistes. Dans certains cas, des extrémistes de droite ont exprimé une forme de respect voire de fascination pour les djihadistes, et la réciproque tend de plus en plus à devenir vraie, avec des djihadistes convergeant de plus en plus avec l'extrême droite, car s'opposant notamment tout comme eux au progressisme. Donc en ce qui concerne notamment les liens entre certaines mouvances politiques et le terrorisme djihadiste, je pose ça là. Ok, donc maintenant qu'on a posé les définitions, on a vu ce que sont les différentes mouvances terroristes, leurs idéologies, leurs objectifs, voyons concrètement comment ça se traduit sur le terrain. En gros, on va poser la question, quels sont les modes opératoires de ces mouvances? Petite précision avant de rentrer dans le détail. Ici, je vais vraiment me focaliser sur l'opposition vraiment mouvance droite versus mouvance gauche en écartant la partie djihadisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont vraiment elles qui dominent le débat public en ce qui concerne tout le contexte, Charlie Kirk, etc. Et que du coup, même si le djihadisme est une forme de terrorisme d'extrême droite, il est traité comme une catégorie à part dans le débat public, et effectivement, il y a quand même des modalités qui changent entre ces deux mouvances, évidemment. Mais gardez toujours du coup à l'idée que tout ce qui concerne le terrorisme d'extrême droite dans cette vidéo, vous pouvez y ajouter la partie djihadisme. Donc les modes opératoires. D'après la DGSI, alors que la France faisait face au terrorisme islamiste, la mouvance de l'ultra-droite a vu émerger des groupuscules et des individus susceptibles de projeter des attaques violentes visant indifféremment des groupes de personnes à raison de leur religion ou de leur origine, mais également certains représentants de la République. Europol confirme, les menaces ou la planification d'attentats contre des minorités figuraient parmi les infractions récurrentes lors des arrestations liées au terrorisme d'extrême droite. Désormais, certains acteurs utilisent l'IA pour produire de la propagande, des deepfakes racistes et antisémites, et d'accélérer la diffusion de discours haineux. Donc les profils combinent souvent néonazisme, diverses formes de racisme, anti-islam, conspirationnisme, rhétorique misogyne. Les cibles restent constantes, on est sur les juifs, les communautés LGBTQ+, les immigrés non blancs, des figures parfois politiques, et on a aussi retrouvé, ce qui est vraiment propre à la mouvance de droite et d'extrême droite, dans certaines enquêtes, de la pédopornographie et des affaires d'exploitation sexuelle ou de proxénétisme. Très clairement, et on va en reparler après, les menaces et les projets d'attentats visant des minorités sont vraiment très récurrents. Bref, le terrorisme de droite, c'est quoi? C'est un spectre très violent, il y a vraiment une obsession pour la létalité, on cherche vraiment à tuer, à attaquer des personnes et non pas des biens matériels, et on a une culture de la haine très large et qui vise de multiples cibles. À l'inverse total, en ce qui concerne la mouvance gauche anarchistes. Toujours selon la DGSI, les mouvements d'ultra-gauche ont, au fil de contestations sociales, fait preuve d'une violence de plus en plus forte et décomplexée, visant prioritairement les symboles institutionnels, au premier rang desquels les forces de l'ordre. L'action incendiaire est devenue un mode opératoire courant, avec des campagnes contre les infrastructures d'énergie ou de télécommunications. Europol, de leur côté, précise que les thématiques dans cette mouvance tournent autour de la contestation de la guerre et du capitalisme, de la lutte contre le fascisme et la hausse du coût de la vie, de l'opposition aux réformes hostiles aux droits des immigrés et des minorités, mais aussi de la défense du climat et de la dénonciation de la répression policière et judiciaire. Donc on est vraiment sur un bail totalement différent. La plupart des attaques recensées ont visé des biens matériels et des infrastructures, des compagnies privées, dans l'énergie, télécom. Grosso modo, les modes incluent du vandalisme, de l'incitation à la violence en manifestation, des sabotages, des incendies et parfois l'utilisation d'explosifs artisanaux. À noter tout de même, comme le dit Europol, que lorsque les attaques menées par des groupes d'extrême gauche ou anarchistes visent la police lors de manifestations et de protestations, cela relève surtout de leur approche confrontatrice plutôt que d'un élément central de leur idéologie. Bref, on parle de deux univers en termes de mode opératoire totalement différents. À droite, on est vraiment dans la violation des droits fondamentaux des individus, on va jusqu'à tuer, on a des cas d'exploitation sexuelle, de trafic humain et une haine ciblée et systématique des minorités. Les mouvements dits anarchistes et de gauche, d'un autre côté, eux sont vraiment dans une logique de sabotage, de destruction de biens et d'action symbolique. L'idée pour eux est plutôt de défendre des causes de justice sociale, un agenda anticapitaliste, le tout dans une approche très confrontatrice. Alors maintenant, intéressons-nous à la France, à ce qui se passe ici. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de données empiriques qui sont publiées
par la DGSI en ce qui concerne ces mouvances et le terrorisme et les actes extrémistes. Donc pour la France, on va plutôt se focaliser sur deux choses. D'un côté, les dissolutions de groupuscules qui sont une trace officielle de l'action de l'État, et de l'autre, les faits divers judiciaires, si possible récents, qui permettent de mesurer la gravité des passages à l'acte, l'idéologie, etc. Faut savoir que depuis 2000, 27 groupes dits d'ultra-droite ont été dissous en France, contre seulement 2 d'ultra-gauche. Le contraste est massif et ce n'est pas un hasard. Il illustre très bien la perception des autorités, la menace structurelle vient très largement de l'extrême droite. Et pourtant, c'est pas comme si on avait eu des gouvernements de gauche qui s'acharnaient contre l'ultra-droite. On a eu Chirac, Hollande, Macron, Sarkozy... Voilà. Unité radicale, par exemple, a été dissoute en 2002 après l'attentat raté du 14 juillet contre Jacques Chirac par Maxime Brunery. Le groupe portait une idéologie ouvertement raciste, antisémite, incitant à la haine et à la violence. Autre groupe dissous, l'Œuvre française. Eux, c'était plutôt culte de Pétain et Brasillac, organisation de camps paramilitaires, tentative d'attentat contre un conseiller de Pasqua, dissoute en 2013 pour son caractère néo-nazi et sa structuration de type milice. On a Blood et Honor Hexagone, avec un nom comme ça, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter derrière. Conseiller néo-nazi, salut hitlérien, propagande violente, dissoute en 2019. On a évidemment le GUD qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, dissous en 2024, dans un contexte où il y a eu beaucoup de violences racistes, violences homophobes aussi, on se rappelle de l'agression justement après les élections avec le RN qui avait fait un score élevé. Comme je le disais, à l'opposé, donc à l'ultra-gauche, on compte 2 dissolutions depuis 2000 et beaucoup de fragilité juridique, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc on a le Bloc Lorrain, dissous en 2022, eux étaient accusés de valoriser les violences contre les forces de l'ordre dans ses publications, par exemple en présentant les pavés comme des armes qu'on peut utiliser contre les policiers en manifestation, ou encore d'avoir diffusé des guides de préparation à l'affrontement, encore une fois dans un contexte de confrontation avec la police. On a le cas des Soulèvements de la Terre, dont la dissolution avait été prononcée en 2023, mais le Conseil d'État a annulé la dissolution en jugeant qu'il n'y avait aucune incitation de violence contre les personnes, contrairement à ce qui avait été dit au départ. Défense collective, eux étaient accusés de préparer leurs membres aux affrontements avec la police, donc c'est toujours un peu la même chose, mais la dissolution a été annulée en 2025, donc cette année, pour excès de pouvoir et accusations mal fondées. On a la Jeune Garde, un collectif antifasciste dont l'un des membres, Raphaël Arnaud, est maintenant député à l'AFI. Eux ont été dissous pour provocation à la violence, mais là encore, il est fort possible que le Conseil d'État invalide ces décisions, affaire à suivre. En clair, on en revient toujours au même sujet, c'est-à-dire que l'ultra-droite est dissoute pourquoi? Néonazisme, racisme, projet d'attentat, projet d'assassinat, assassinat tout court, et à l'inverse à gauche, quand c'est pas un abus de pouvoir, ce qui semble être assez récurrent, ou des accusations mal fondées, c'est dissolution pour, encore une fois, les altercations avec la police, des appels à la violence contre la police en manifestation, ou sur des lieux d'affrontement, ainsi que des sabotages d'infrastructures, etc. Mais quand on regarde les affaires criminelles récentes, la différence est encore plus nette. Tout à droite, en France, on retrouve beaucoup d'affaires impliquant des meurtres ou des tentatives. 2013, le meurtre de Clément Méric, un militant antifasciste. En 2022, souvenez-vous, on avait l'assassinat d'un ancien rugbyman international par Loïc Le Priol et Romain Bouvier, 2 militants du GUD. Et très récemment, là, donc depuis 2023, on a eu plusieurs projets qui ont été démantelés, comme par exemple le groupe AFO, qui voulait notamment empoisonner de la nourriture halal. En 2025, on a eu le meurtre raciste de Puget-sur-Argent, où Christophe B a tué un coiffeur tunisien, une affaire d'ailleurs saisie par le parquet national antiterroriste. Et d'ailleurs, on peut noter là très récemment que le verdict est justement tombé dans l'affaire de l'empoisonnement de la nourriture halal. Donc 12 militants d'extrême droite ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes après avoir planifié plusieurs attentats islamophobes, dont ce projet d'empoisonnement de nourriture halal, ainsi qu'une tentative d'assassinat du rappeur Medine. Autre affaire quelques mois plus tôt, 8 membres du groupe Honneur et Nation ont été jugés pour avoir préparé un attentat contre une loge maçonnique en 2021. Les enquêteurs ont décrit un groupe structuré, animé par une haine des juifs, des francs-maçons et des institutions républicaines, un groupe nourri par des idéologies suprémacistes et complotistes. La routine quoi. Et côté tout à gauche, c'est plutôt simple, on trouve aucun meurtre, aucun attentat, voilà comme ça déjoué depuis 2000. Encore une fois, pas étonnant puisque c'est pas du tout le mode opératoire. On a eu 2 affaires qui ont fait un peu de bruit là au niveau de la justice. Le procès Tarnac, qui portait sur la dégradation d'une ligne SNCF et pour lequel un seul des 7 mis en cause a été condamné pour, je cite donc, recel de vol, tentative de falsification de documents administratifs et refus de prélèvement ADN. Et on a aussi la condamnation de 7 personnes en 2023. Eux étaient soupçonnés d'avoir fomenté une action violente contre les forces de l'ordre en 2020, bien que la justice ait admis qu'aucun projet abouti n'avait été mis au jour. En gros, il n'y avait rien vraiment de prévu quoi. Ceci étant dit, pour être tout à fait objectif, comme le souligne cette note de la gendarmerie datant de 2020, en plus des affrontements avec la police et des sabotages, l'ultra-gauche est après eux impliquée dans des actions de guérilla d'une violence non négligeable, relevant même d'opérations commando dévastatrices. Je cite, c'est le cas notamment du sabotage
d'otages qui requiert davantage de discrétion dans les phases préparatoires et exécutoires. Ainsi, pour libérer des volailles élevées en batterie et entraver le fonctionnement de l'élevage, plusieurs animalistes proches de l'ultra-gauche, équipés et vêtus quasi militairement, se sont introduits nuitamment dans une exploitation de Haute-Garonne en juillet 2019, après avoir mené des repérages. Aller dans un élevage intensif la nuit pour libérer des poules, de vrais salopards, c'est d'ultra-gauche, hein, vraiment aucune éthique. Bref, je pense qu'on l'a compris, l'asymétrie de dangerosité, de violence, etc. est totalement flagrante en France en ce qui concerne les mouvements de gauche versus droite. Enfin, il faut évoquer quand même le fiasco de la commission de Laurent Wauquiez, censée enquêter sur les liens entre les partis politiques et les organisations pro-terroristes, parce que je sais que plein de petits malins vont essayer de me balancer ça en mode contourneau dans les commentaires ou je ne sais quoi. Petit rappel, d'abord rejeté car elle visait explicitement la France insoumise dans ses textes, ce qui est un problème sur le plan juridique. Ensuite, la commission a été remaniée, elle a été validée, puis immédiatement paralysée. Pourquoi? Parce que sa présidente fraîchement élue, Sophie Pantel, une socialiste, a démissionné quelques heures après sa nomination, dénonçant une manœuvre politicienne. Ensuite, Aymeric Caron a voulu prendre la place de président parce que personne d'autre à gauche n'était chaud pour le faire, donc c'est lui qui s'est proposé. Sauf que Wauquiez et tous les droitards de la commission ont tout fait pour empêcher que Caron soit président. Et en même temps, je peux les comprendre, hein, vu ce qui s'est passé récemment avec Sarkozy, l'association de malfaiteurs, etc., le jugement qui intervient, voilà, dans ces affaires avec Kadhafi, donc célèbre terroriste, violeur, tueur, dictateur, etc. Il y a de quoi se poser des questions. Ensuite, on a Vincent Jeanbrun qui avait pris la présidence de cette commission, donc un membre des LR, qui finalement avait dit que c'était extrêmement important, qu'il fallait démontrer voilà les liens entre notamment la gauche du coup et le terrorisme islamiste, sauf qu'on lui a proposé une place au nouvel gouvernement pour être ministre du logement, et du coup il a dit fuck la commission, je vais au ministère du logement, contre les consignes de son propre parti, ce qui fait qu'il s'est fait éjecter de son parti, et en plus de ça du coup il ne sera pas président de la commission, un vrai cirque comme d'habitude avec la droite. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le danger de l'extrême droite augmente en ce qui concerne le terrorisme et la violence politique, plus l'extrême droite, voire la droite, pointe la gauche du doigt comme étant le véritable danger. Maintenant, on va s'intéresser à l'Europe. Donc, pour comprendre la dynamique du terrorisme en Europe, on peut s'appuyer sur les rapports proposés par Europol, qui est l'agence du coup européenne de police criminelle. Et chaque année, Europol, il publie un rapport TESAT qui compile les données transmises par les services de renseignement de tous les États membres. Ces rapports aujourd'hui constituent la principale référence, la référence la plus fiable pour évaluer la nature, la fréquence et l'évolution de toutes les menaces terroristes sur le continent actuellement. Et d'après le dernier rapport, publié donc en 2025, il y en a un tous les ans, 449 personnes ont été arrêtées pour des faits de terrorisme dans 20 États membres de l'Union européenne. Une légère hausse par rapport à l'année précédente. Les pays les plus concernés sont l'Espagne, la France, l'Italie et l'Allemagne. Et les chiffres détaillés par mouvance politique sont assez intéressants. On voit qu'il y a eu 289 arrestations liées au djihadisme, toujours majoritairement en recul, moins 13% versus 2023. On a eu 47 arrestations pour terrorisme de droite, soit presque le double de l'année précédente, 26 en 2023. Et on a eu 28 arrestations pour terrorisme anarchiste ou mouvance de gauche, également en hausse. 27 arrestations pour du terrorisme séparatiste ou ethno-nationaliste, et 58 pour d'autres formes de terrorisme, disons plus marginal. Maintenant, plutôt que de s'intéresser aux arrestations, intéressons-nous aux infractions reprochées, parce que c'est vraiment là que se joue la partie la plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose, évidemment, d'être arrêté pour avoir dégradé, par exemple, un bâtiment, un lieu, un symbole, et avoir fait une tuerie de masse ou projeter un attentat visant à tuer des personnes. Donc regardons en Europe qui tue, qui fait des morts. Et là encore, la tendance est totalement limpide. Toutes les tueries de nature politique recensées depuis 2017 proviennent de l'extrême droite. On parle de djihadisme ou qu'on parle de la droite telle qu'on l'entend habituellement. 2016 au Royaume-Uni, la députée travailliste Jo Cox est assassinée par un sympathisant néo-nazi criant Britain First en pleine campagne du Brexit. En 2017 à Londres, un homme fonce sur des musulmans, un mort, 10 blessés. Quelques jours plus tard, un militant du parti Britain First percute un restaurant indien après avoir fait un salut nazi. 2019 en Italie, un néofasciste tire sur 6 passants parce qu'ils étaient d'origine africaine. 2019 en Allemagne, un suprémaciste tente d'attaquer une synagogue à Yom Kippour, abat une femme dans la rue, puis un client d'un restaurant turc. Le 2 juin 2019, un ressortissant allemand âgé de 45 ans a abattu et tué le président du district gouvernemental de Kassel à son domicile en Allemagne. L'auteur présumé avait des antécédents d'infraction à caractère d'extrême droite remontant à l'âge de 15 ans. 2020 en Allemagne, 9 personnes tuées dans des bars à chicha, cible choisie pour leur origine étrangère. Plus récent en 2022, en Slovaquie, un jeune de 19 ans qui avait tiré devant un bar queer, tuant 2 personnes et blessant une femme, après avoir publié un manifeste néo-nazi prônant la guerre raciale.
mortels. Donc voilà, on est vraiment dans les thèmes habituels de l'extrême droite. Et sur la même période, on n'a aucun attentat mortel, on n'a aucune tentative d'assassinat attribuée aux mouvances de gauche ou au milieu anarchiste. En confrontant ces données-là à l'échelle européenne au constat français, je crois qu'en fait la conclusion s'impose tout simplement d'elle-même. C'est bien l'extrême droite qui représente à l'échelle nationale et européenne une menace réelle, constante et mortelle. Et sans surprise, tout ça fait totalement écho à ce qui se passe outre-Atlantique. À part que là-bas c'est encore pire, c'est le même phénomène amplifié. Passons donc à la dernière section de cette vidéo, les États-Unis. Clairement, on peut dire aujourd'hui que là-bas c'est l'exemple parfait de l'inversion du réel. Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, encore plus depuis sa réélection et encore plus depuis l'assassinat de Charlie Kirk, les républicains multiplient les déclarations sur la prétendue menace terroriste d'extrême gauche. Un ordre exécutif a même été signé, l'ordre 66, désignant tous les Jedi comme des terroristes. Merde, pardon, autant pour moi, je me suis trompé d'empire, je voulais dire les Antifa, pas les Jedi. Ce qui n'a évidemment aucun sens, comme beaucoup de choses que font Trump et son administration, puisque Antifa n'est pas un groupuscule, c'est pas un réseau organisé, c'est pas une organisation. Mais voilà, ça rentre dans le narratif actuel. Pourtant, quand on regarde les faits, les chiffres, les données empiriques, un truc que l'extrême droite n'aime pas beaucoup faire, et c'est simple, tout raconte exactement l'inverse, comme je le disais au début de cette vidéo. Que les choses soient claires, c'est bien l'extrême droite aux États-Unis qui est à l'origine de la plupart des fusillades et tueries de masse. L'idéologie qui structure tout ça est la même qu'en France et en Europe. On est sur de la haine des minorités, la haine du progressisme, des idées suprémacistes, ce genre de choses. Et d'ailleurs, si vous avez sans le moindre doute entendu parler de l'assassinat de Charlie Kirk, vous êtes probablement passé à côté de celui qui a eu lieu dans le Minnesota. Seulement quelques semaines auparavant, l'assassinat donc de Melissa Hortman, présidente démocrate du Parlement local, assassinée avec son mari par un militant chrétien conservateur pro-Trump. Et face à cette réalité, quoi qu'en dise Trump, quoi qu'en dise Vance, aucune agence américaine ne corroborent leurs accusations envers la gauche. Le FBI et le département de sécurité intérieure classent les extrémistes violents motivés par les questions raciales et ethniques, c'est-à-dire en gros les suprémacistes blancs, comme la menace la plus persistante et la plus meurtrière sur le sol américain. On est sur un rapport de 2023. Une étude publiée en 2024 par l'Institut national de justice, un organe officiel du ministère américain de la justice, affirmait noir sur blanc: les extrémistes d'extrême droite ont commis bien plus d'homicides idéologiques que les extrémistes d'extrême gauche ou islamistes, avec 227 attaques ayant fait plus de 520 morts depuis 1990. Fun fact, l'administration Trump a supprimé cette étude discrètement, mais pas assez discrètement du coup, juste après l'assassinat de Kirk. On se demande bien pourquoi. Sinon, il y a aussi le Center for Strategic and International Studies, le CSIS, régulièrement cité par le Congrès américain, a établi le même constat. Je cite: premièrement, le terrorisme d'extrême droite a largement dépassé toutes les autres formes de terrorisme, y compris celles provenant de réseaux d'extrême gauche et d'individus inspirés par l'État islamique ou Al-Qaïda. Les attaques et complots d'extrême droite représentent la majorité de tous les incidents terroristes survenus aux États-Unis depuis 1994. En 2019, les extrémistes de droite ont été responsables de 2/3 des attaques et complots terroristes recensés dans le pays. Entre le 1er janvier et le 8 mai 2020, plus de 90% des attaques étaient encore le fait de l'extrême droite. Sur les 21 années comprises entre 1994 et 2019 où des attentats meurtriers ont eu lieu, dans 14 d'entre elles, la majorité des morts provenaient d'attaques d'extrême droite. Et je cite toujours, dans 8 de ces années, les auteurs d'extrême droite ont causé la totalité des décès, et dans 3 autres, dont 2018 et 2019, ils étaient responsables de plus de 90% des victimes annuelles. Par conséquent, même si les terroristes religieux ont causé le plus grand nombre de total de morts sur la période, les terroristes d'extrême droite étaient année après année ceux qui tuaient le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris le tableau, pas besoin d'enfoncer encore plus le clou. N'hésite surtout pas à partager autour de toi, je pense que voilà, le niveau des informations va pas diminuer sur ce sujet-là dans les années à venir. Donc ça peut être utile d'avoir cette vidéo sous la main, les données sous la main, etc. D'ailleurs, je rappelle que toutes les sources sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma chaîne Twitch. Voilà, il m'arrive de faire des live streams. Je vous dis à très bientôt. Ciao.